accueillons maintenant Sophie Blin, qui est psychologue en libéral à Besançon. Elle a travaillé longtemps en unité de soins palliatifs au CHU de Besançon. Elle anime aussi des groupes d'analyse de pratiques professionnelles et elle intervient dans de nombreuses formations. Et elle va nous parler cet après-midi d'émotions. Bonjour aux personnes que je n'ai pas encore vues. On a fait un atelier ce matin. Alors effectivement, cet après-midi, la thématique va être autour de la question des émotions. Ce matin, dans l'atelier, on a parlé un peu de stress et puis des différentes dimensions physiques, émotionnelles et dans le mental. Et là, cet après-midi, l'idée, c'est vraiment de faire le zoom sur la question des émotions. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas mal été éduquée, y compris en tant que psychologue, à ce que les émotions soient plutôt un peu comme des problèmes collatéraux à gérer pour pouvoir rester des professionnels bien ajustés. Si on est sous le coup de l'émotion, on ne peut pas travailler correctement. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des émotions, et notamment la question des émotions chez les soignants, complété avec évidemment les apports de différents auteurs, je me suis rendu compte qu'on avait sacrément intérêt non seulement à ne pas se couper de nos émotions, mais surtout de bien les identifier le plus rapidement possible. Donc effectivement, j'ai la prétention de dire que les émotions sont des éléments qui vont nous aider pour avoir une prise en charge correcte dans notre pratique, aussi bien sur le plan de comprendre ce qui se passe pour nous, ce qui se passe pour les patients et les familles ou les collègues, et puis aussi comment arriver à s'ajuster au mieux par rapport à notre prise en charge, notamment dans des questions qui sont des questions complexes en lien avec la fin de vie. On va avoir une heure, 3/4 d'heure, 1 heure de présentation. 3/4 d'heure, 1 heure. Des fois, je parle beaucoup, donc j'ai parfaitement conscience que le 14 heures, c'est l'heure qui tue. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus vivant et le plus interactif possible. Et puis, je vous laisserai effectivement du temps sur la fin de l'intervention. On aura jusqu'à 15h30 pour que vous n'hésitiez pas à poser vos questions. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer son intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer son intelligence émotionnelle ? La première chose, ça va être de pouvoir repérer ce qu'on est en train de ressentir. Alors, on va peut-être me dire, oui, enfin, ce qu'on est en train de ressentir, c'est bon, hein, on n'est pas complètement dobo, a priori, on sait ce qu'on ressent. Oui, mais sauf qu'on se rend compte que quelquefois, on est sous l'émotion, on va être pris dans l'émotion et on ne va pas forcément exactement se rendre compte de quoi on parle. On se rend compte dans la langue française qu'on a une variété de vocabulaire extrêmement développée et une quantité de vocabulaire très fin pour définir les différentes émotions, mais au quotidien, on est un petit peu en difficulté pour les utiliser. Donc, en gros, ça va être ça va pas, non, ça va pas très bien. Variant, je suis tendue. Variant, c'est pas top. C'est à peu près le degré 0, vous en conviendrez, du diagnostic du ressenti. Donc, la première chose au niveau du développement de l'intelligence émotionnelle, c'est de faire un petit travail pour essayer d'affiner un peu mieux et de dire un petit peu mieux ce qu'on peut être amené à ressentir. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ça sera de comprendre pourquoi c'est activé et surtout comment on va s'y ajuster derrière et ce qu'on va en faire. Donc, l'intérêt de développer son intelligence émotionnelle, ça permet de s'ajuster à soi-même. Ça permet aussi de s'ajuster à l'autre dans la relation. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça permettra aussi d'ajuster une prise en charge. Donc, la première chose pour pouvoir bien comprendre, et effectivement, ce matin, dans l'atelier, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, ça fait penser au film d'animation Vice Versa, avec les petits bonshommes. » Ouais, c'est ça. C'est exactement ça qu'on va voir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le film d'animation Vice Versa, c'est toujours agréable de regarder un dessin animé pour soulager notre mental surchargé. Donc, n'hésitez pas. Déjà, on va partir d'un principe, c'est que dans la définition, les émotions, ce sont des réactions qui sont instinctives et qui permettent de nous adapter à la réalité. C'est-à-dire qu'on va le regarder comme des éléments d'information qui nous permettent de nous ajuster, de nous adapter à notre environnement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, ce n'est pas uniquement en lien avec nous, les êtres humains. Tous les mammifères ont les 4 grandes familles d'émotions, même si on ne met pas exactement les mêmes mots là-dessus. Et ça a une fonction très importante qui est une fonction de survie. Elles vont délivrer un message d'alarme aussi bien au corps qu'à l'esprit et la force va varier en fonction de la situation. Tout ça, c'est très théorique, mais on verra dans le détail et vous verrez que ça va effectivement ça va s'éclairer. Donc, ce qu'on va... le principe... Alors, attendez. Donc, ce qu'on va regarder plus particulièrement, c'est les émotions sont des messagers. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de en quoi ça me renseigne, beaucoup plus que les émotions sont un problème, comment on les gère. On ne peut gérer un problème qu'à partir du moment où on l'a identifié, analysé correctement. Et donc, l'idée, ce n'est pas de gérer les émotions dans le sens où on va faire en sorte de les éteindre et de les mettre de côté, mais bien justement de s'y pencher et de les regarder d'un petit peu plus près. Donc, les 4 grandes familles d'émotions qu'on va regarder d'un peu plus près sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et on va les regarder un petit peu en revue parce qu'elles ont toutes une importance, elles sont toutes très importantes et elles vont toutes nous aider au quotidien. Et la colère notamment, on y passera un petit moment parce que celle-là, c'est ma chouchoute. Ce que je vous ai effectivement expliqué ce matin, et puis ceux qui n'étaient pas là ce matin, bah, du coup, ça me permet d'expliquer qu'en fonction des situations, les situations, elles vont déclencher des réactions. Alors, ça peut être une réaction de stress. La situation va déclencher une émotion et l'émotion, elle va avoir différentes dimensions. La réaction physiologique, parce qu'une émotion s'accompagne de réactions physiologiques. Si vous essayez de vous rappeler une fois où vous avez été très angoissé ou une situation où vous avez été hyper en colère, a priori, dans votre corps, ce n'était pas le top de la détente. Il va y avoir des pensées qui vont arriver aussi et les émotions vont nous proposer aussi des comportements spontanés. La première émotion à laquelle on va s'intéresser, c'est l'émotion de la peur. Donc, alors, selon vous, quand est-ce qu'elle arrive, la peur? Dans quelle situation est-ce qu'on est amené à avoir peur? En situation de danger. Alors, plus particulièrement, la peur, elle va émerger lorsqu'il y a perception du danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que là, on est sur une grande faille sismique et qu'à peu près dans 30 secondes, on va avoir un tremblement de terre comme on n'a jamais eu en France. Pas de chance, c'est pile sur la CCI. Il va y avoir une grande faille, on va tous tomber dedans et on est tous morts. Mais comme vous ne le savez pas, vous continuez à m'écouter de manière tout à fait détendue. Est-ce que vous êtes en danger? Oui. Est-ce que vous en avez la perception? Bah non. Et donc, en fait, ça va, vous n'avez pas peur puisqu'il n'y a pas de perception du danger. L'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Vous pouvez ne pas du tout être en danger. Là, par exemple, on est bien tranquille, tous installés dans notre bel amphithéâtre. Et puis, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, attends, ce soir, il ne faut pas que j'oublie qu'à 17h30, il faut que je sois rentrée. Alors, à quelle heure il va falloir que je parte pour demain? Il va y avoir des bouchons. » Bah oui, parce qu'on est vendredi soir, il va y avoir des bouchons. Et ça y est, boum, je me dis que je suis dans les bouchons, que je vais louper mon rendez-vous, que ça va être la catastrophe. Est-ce que vous êtes en danger pour de vrai? Non, vous êtes là, tranquille, installé avec moi dans l'amphithéâtre, mais dans votre tête, vous êtes en train désespérément d'essayer de vous extirper de cet embouteillage qui est en train de vous mettre gravement en retard. Ça veut dire quoi? Et alors, ce que j'expliquais aussi ce matin, c'est il est évalué à 90 à 95% du stress que l'on ressent comme un stress inutile. C'est-à-dire que 90 à 95% de notre stress ressenti est parfaitement inutile. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec des pensées
c'est en lien avec des projections, c'est en lien avec toutes les histoires qu'on se raconte, mais qui ne sont pas en train d'arriver. C'est-à-dire que là, honnêtement, s'il y en a un ou une d'entre vous pétri de stress, c'est pas par rapport à ce qui est en train de se passer avec moi, à moins que moi, je vous stresse gravement, mais a priori, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre tête. Vous êtes en train de vous raconter une histoire de ce matin, de cet après-midi, de bientôt, de plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas la situation maintenant qui provoque de l'angoisse. C'est ce qui peut expliquer aussi que nous ne sommes pas tous réceptifs à la peur en fonction des mêmes situations. Vous pouvez être face à une situation et puis il y a quelqu'un qui vous dit « mais arrête de te stresser pour rien. En fait, il ne se passe rien, tu te stresses tout le temps pour rien. » Et vous répondez en général à l'interlocuteur « oui, mais de toute façon, pour toi, il n'y a jamais rien d'important. Hein. Toi, tu es électroencéphalogramme plat. Quoi qu'il arrive, c'est jamais grave, tu te rends compte de rien. Tu es complètement inconscient. » On est en train de regarder la même situation. Il y en a il y en a une en train de stresser et l'autre qui dit que c'est pas grave. Le message qui est transmis avec la peur, c'est va ailleurs. Et le comportement qui va être proposé, c'est un comportement de fuite. Quand on dit que fuir, c'est lâche, non, fuir, ça sauve la vie dans plein de situations. Donc, est-ce que c'est adapté de fuir face au danger? Dans beaucoup de situations, oui. Et surtout, il y a des siècles et des siècles, c'était très, très adapté de fuir. Aujourd'hui, il y a plein de situations de stress face auxquelles on ne peut pas fuir. Dans la fuite, vous pouvez avoir la fuite active. Évidemment, vous partez en courant. Et puis, il va y avoir plein d'autres manières de fuir. Par exemple, vous avez un patient qui essaye d'aborder avec vous des questions qui le concernent, concernant sa fin de vie, puis vous avez juste peur de vous mettre à pleurer là au milieu. Et donc, en fait, vous allez chercher à mettre fin à la discussion le plus rapidement possible. On le voit, hein, ça, des fois, dans les familles. Mais non, on ne parle pas de ça. Mais non, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas parler de ça. C'est pas possible, on ne parle pas de ça. C'est la fuite. On va éviter de se retrouver dans une situation où on va devoir parler de choses difficiles. Petite parenthèse, une manière de fuir, parce que les animaux, ils fuient en partant. Et puis, nous, on a un super cerveau qui s'est bien développé. Donc, on a développé plein d'autres manières de fuir sans partir en courant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a éviter la situation. Et puis, il y a une autre manière de fuir pour se protéger hyper intéressante qui s'appelle le mensonge. Le mensonge. On n'a que des bonnes raisons, nous, de mentir. Les autres, jamais. Les autres, ils nous doivent la vérité, ils doivent être honnêtes avec nous, ils doivent toujours nous dire la vérité. Et d'ailleurs, quand ils cherchent à nous mentir, c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des buses. Mais nous, quand on ment, on n'a toujours que des bonnes raisons. Nous, on a le droit, quelque part. Et en fait, 9 fois sur 10, le mensonge a une vertu de protection. 1 fois sur 10, le mensonge a un intérêt de manipuler l'autre, il veut jouer avec l'autre. Gardez ça à l'esprit parce que quand on a des patients qui nous racontent des choses qui manifestement ne sont pas tout à fait vraies, leur objectif très probablement est plutôt de se protéger, qu'ils ne vous déçoivent pas, qu'il n'ait pas le xème sermon sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Nous savons tous qu'il ne faut pas fumer. Nous savons tous qu'il ne faut pas boire trop d'alcool. C'est tout ce qu'il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour et puis bien dormir plutôt que de continuer à cliquer sur prochain épisode. Tout ça, on le sait, sauf que on ne le fait pas toujours parce que c'est un peu contraignant. Mais si si vous allez voir votre médecin et qui dit « vous faites bien de l'activité physique », ouais. Et pourquoi on dit oui? Ce n'est pas parce qu'on le prend pour une buse, c'est parce qu'on n'a juste pas envie de se reprendre le laïus de l'activité physique nécessaire. Voilà. Donc, ça peut être une manière de se protéger de ça. Quand vous avez des familles, quand vous avez des patients qui vous mentent, la première chose à garder à l'esprit, ou dans l'équipe, gardez bien à l'esprit que la plupart du temps, le mensonge a une vertu de protection. Ce n'est pas le plus adapté parce qu'on sacrifie la confiance, mais que c'est plutôt ça, plutôt que d'essayer de se moquer de vous. J'ai mis que la peur était énergivore parce que ça fatigue en fait d'avoir peur. Parce que la nature étant bien faite, elle me propose de l'adrénaline pour pouvoir fuir. La colère maintenant. Alors à quoi ça sert ça, la colère? Non, pas à se défouler. On défoule la colère, mais la colère ne sert pas à se défouler à la base. Dans quelle situation est-ce que vous pouvez être amené à vous mettre en colère? Pour se défendre. Et effectivement, la colère, c'est l'émotion qui va nous donner de l'énergie pour pouvoir
repousser un obstacle, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir changer quelque chose. Autant la peur, elle nous dit « va ailleurs », autant la colère, elle nous dit « vas-y, rentre dedans, repousse ». Et la colère, quel dommage. On n'a jamais très bien appris à l'utiliser, mais en réalité, c'est un super pouvoir. C'est le super pouvoir de la révolution et du changement. Alors, comme on ne sait pas l'utiliser, hein, comme tous les super pouvoirs, si vous avez le pouvoir du feu, si on ne vous a jamais appris à l'utiliser, vous allez faire un sacré dégât. Si par contre, on vous a permis de l'utiliser correctement, vous produisez la chaleur, la lumière, etc. Donc la colère, elle va effectivement émerger lorsqu'il y a un besoin en nous qui n'est pas respecté et qu'il y a nécessité de le défendre. Ça peut être « je me protège moi », ça peut être aussi « je protège quelqu'un d'autre ». La peur, c'est pareil. Je peux avoir peur pour moi, je peux aussi avoir peur pour quelqu'un d'autre. C'est bien évidemment la perception du besoin non satisfait qui va faire émerger la colère. Le comportement qui va avec, c'est le comportement d'attaque. Alors, le comportement d'attaque, parce qu'en fait, c'est le ramassis d'énergie qu'on va avoir pour changer, pour repousser, pour bouger l'obstacle. Alors, comme on ne nous a jamais très bien appris comment utiliser la colère, enfin jamais, pour la plupart d'entre nous, eh ben, on a fait ce que les autres font autour de nous. Et voilà le tragique de l'histoire, c'est qu'on va utiliser l'attaque contre les êtres humains. Je suis en colère, c'est de ta faute, donc j'ai le droit de t'attaquer. À partir du moment où on attaque un être humain, de toute façon, on a perdu. Pourquoi on a perdu? Parce que l'être humain, il est comme nous, il a un petit programme intérieur qui fait que quand on l'attaque, il se défend. Donc, quand vous accusez quelqu'un, le plus grand risque, c'est que vous ayez la personne en face de vous qui cherche à se justifier, qui cherche à contre-attaquer, qui cherche à vous dire des trucs des fois super matures comme « ouais, bah toi-même ». Et le comportement d'attaque, du coup, il est très mal utilisé parce qu'il va être utilisé contre d'autres êtres humains et on pense qu'on va régler le problème. En fait, on ne va le faire que le renforcer. Pour utiliser la colère comme un super pouvoir, on va faire ce que les grands noms de la non-violence ont réussi à faire. Si je vous parle de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi ou de Martin Luther King, je pense que vous aurez tous à peu près en tête qui étaient ces bons hommes. On les appelle les non-violents, et ce n'étaient pas des gars très détendus. Si vous en voulez la preuve, allez regarder un discours de Martin Luther King et posez-vous la question, est-ce que cet homme a l'air tout à fait détendu quand il parle? Non, il n'est pas du tout détendu. Mais ils ont réussi à utiliser la colère comme un super pouvoir en ce sens qu'ils l'ont utilisé pour attaquer les situations et non pas les êtres humains. Là où ils ont fait un tour de force, c'est que toute l'énergie rassemblée de leur colère, ils ont cherché à changer le système sociétal. Ils ont changé des situations et ils n'ont pas cherché à attaquer des individus. Mandela, il avait même poussé l'exemple suffisamment loin en disant « il faut qu'on continue à travailler avec ceux qui étaient en place avant nous », entre parenthèses, notamment le chef de la police qui appliquait les consignes en lien avec l'apartheid. Et il disait « mais le problème, c'est que si tous ces gars-là, on les dégage, au prochain changement de gouvernement, on est reparti en balancier dans l'autre sens. Donc, si on veut changer durablement la situation, il va falloir qu'on travaille en collaboration avec les personnes qui étaient nos ennemis il y a encore quelques temps pour permettre de changer profondément la situation et la société. » Donc, la colère, l'idée n'est certes... Quelquefois, les gens me disent oui, donc on développe l'intelligence émotionnelle et donc on ne sera plus jamais en colère. Non, surtout pas. Soyez surtout pas plus jamais en colère. Mais par contre, il faut qu'on l'utilise correctement. Et qu'on l'utilise aussi correctement, on le verra un peu plus tard, en l'utilisant le plus rapidement possible. Parce que la colère, c'est une énergie qui se rassemble. Et puis si on n'en fait rien, elle reste là. Et puis on continue la journée, puis il y a autre chose qui m'a un peu énervé, puis je ne fais toujours rien, et hop, ça se cumule. Donc c'est ce qui va faire les principes de cocotte minute. Vous voyez, c'est-à-dire je dis rien, il y a de l'énergie. En analyse transactionnelle, on appelle ça la collection de timbres. La collection de timbres, aujourd'hui on appellerait ça le cumul des points de fidélité. Vous voyez, vous allez au magasin, à chaque fois que vous passez la caisse, bim, vous avez droit à des points. Puis après, plus vous avez de points,
et ben, plus vous avez un gros cadeau ou une grosse remise. Ben, c'est pareil avec la frustration. Dans la journée, il y a des collègues qui ne m'ont pas parlé correctement, mais on m'a appris à être une gentille fille. Alors, j'ai rien dit. Mais ça m'a quand même mis 5 points de frustration sur ma petite carte. Et puis après, le midi, bah, je voulais oh, trop cool, il y a des frites. Et j'arrive, ah ben non, en fait, il n'y a plus de frites. Vous avez droit au riz trop cuit. Trop bien. 2 points de frustration sur ma carte. Et puis on continue comme ça. Hein. Puis à la fin de la journée, j'ai droit à 20 points. Alors 20 points, j'ai un cadeau. Le cadeau, par exemple, c'est que quand je rentre à la maison le soir et que les chaussures ne sont pas rangées là où moi j'ai décidé qu'elles devaient être rangées, dans le sens de la démocratie familiale, eh ben, j'ai le droit de hurler sur les chaussures que je n'aurais pas vues si la journée s'était formidablement bien passée. Donc, l'autorisation qu'on va se donner, alors tout ça, c'est des processus inconscients. Hein, je ne me dis pas, wow, super, 20 points, j'ai le droit de taper mon gosse. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Évidemment, ce sont des choses beaucoup plus inconscientes. Je rentre, je suis pleine d'énervement et pleine d'agacement. Alors là, toute petite occasion sera bonne pour exploser. Ce sont les fameuses gouttes d'eau qui ne font pas déborder le vase, parce que si c'était que déborder, ce serait formidable. Vous avez un vase plein, vous mettez une goutte, ça déborde. Ouh, une petite goutte qui déborde, bon, tout va bien. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est la goutte d'eau qui fait péter le vase. Donc, on met la goutte d'eau qui reste, bam, ça explose. Puis là, il y en a au large, de l'eau, du verre, tout ça. Et puis, ben, évidemment, la plupart du temps, ça va exploser avec la personne qui n'était pas là et qui n'était pas source de la frustration de toute la journée. La tristesse maintenant, eh bien, la tristesse, elle va émerger lorsqu'il y a perception d'une perte. Et perception d'une perte de quelque chose qui était investi. Comme les autres émotions, hein, la peur, elle va être variée en fonction. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'intensité des émotions varie en fonction des perceptions de situation. Par exemple, le danger, ça peut être une petite préoccupation, jusqu'à une inquiétude plus importante, jusqu'à une angoisse beaucoup plus forte, jusqu'à de la terreur. Plus la perception du danger est forte, plus ma peur va être importante. La colère, ça peut aller de la petite contrariété, la petite irritation, jusqu'à la rage la plus folle. Et la tristesse, c'est la même chose. Ça peut aller du petit chagrin jusqu'au deuil le plus douloureux. C'est le lien d'attachement avec ce qui est perdu qui va définir de l'intensité de la tristesse. Si je vous dis que moi, ma bague, je l'aime bien parce que je l'ai achetée il y a 2 jours dans une brocante et qu'elle est assez sympa, imaginons que je perde ma bague, vous allez voir un petit peu le type, peut-être vous arrivez à percevoir le type d'émotion que je vais avoir. Maintenant, si je vous dis que j'adore ma bague parce qu'en fait, ce sont mes enfants qui se sont cotisés et puis qui l'ont repérée et puis qui ont compris que c'était celle-là que j'avais bien aimée dans la devanture et qu'ils ont cassé leur petit cochon pour aller chercher leurs économies pour me l'acheter, imaginons que je perde ma bague, vous voyez bien qu'à valeur marchande équivalente, mon émotion va être très différente. Donc, plus la perte est perçue comme importante, plus la tristesse va être importante. Le comportement qui va aller avec, c'est plutôt un comportement de repli. On débranche les liens parce qu'il faut pouvoir digérer une perte. Bien évidemment, toutes les pertes ne se valent pas. Hein. Il y a des petits chagrins qui passent extrêmement rapidement, comme des deuils importants qui peuvent durer des années. La perception de la perte, bien évidemment, elle va varier d'une personne à l'autre, y compris sur les mêmes situations. Vous avez des personnes, par exemple, qui arrivent en retraite. Retraite, ça y est, enfin, je vais faire tout ce que je veux. Et là, vous avez les personnes, elles ont une deuxième vie. Le jardin, la peinture, les amis, et puis plus de temps pour rien. Tu veux garder les enfants? Je peux pas, j'ai pas le temps. Et en retraite, ouais, justement. J'ai du temps pour moi maintenant. Et puis, il y a des gens qui sont en retraite, dépression massive dans la foulée. Parce que perte de l'identité sociale, parce que parfois perte du groupe social, parce que... Voilà. Donc, des gens qui ont extrêmement investi leur vie professionnelle, c'est pas simple de se retrouver avec un vide absolu. Donc, à retraite équivalente, vous pouvez avoir des réactions qui sont extrêmement différentes. Avoir peur, c'est fatigant. Être en colère, c'est fatigant.
Eh ben, être triste, ça débranche l'énergie, ça plombe. L'impression de ne pas avoir beaucoup de, voilà, on n'a pas beaucoup d'allant, pas beaucoup de motivation. La joie maintenant. Alors la joie, c'est l'émotion qui va émerger lorsqu'on a perception d'un gain. Quand je vous disais perte tout à l'heure pour la tristesse, c'est pas forcément évidemment une perte matérielle, ça peut être une perte symbolique. Une question d'ailleurs qui avait été posée ce matin, c'était bon, ok, les grandes familles d'émotions, on les connaît, mais du coup, la subtilité des sentiments, c'est quoi? Ben, les sentiments, ça va être une teinte avec une émotion de base, mais avec une histoire qui va arriver avec, une pensée qui va arriver avec. Par exemple, la tristesse, un sentiment qui découle de la tristesse, par exemple, c'est la désillusion. Je m'étais raconté une histoire, et puis la situation me montre que la réalité n'est pas du tout en lien avec mon histoire. La déception, c'est pareil. Donc la joie, il va y avoir émergence de joie quand il y a perception d'un gain. Plus le gain est important, plus la joie va être importante. C'est pour ça que quand on se rappelle que les émotions, ce sont des perceptions de situations qui va faire l'émergence, on arrête de dire aux gens, il ne faut pas t'énerver pour ça. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand je suis très énervée et qu'on me dit, c'est pas la peine de t'énerver pour ça, en général, ça ne me détend pas. J'avais un ami, à chaque fois qu'on était énervé, il disait détends-toi. Je ne sais pas le nombre de fois il a loupé une baffe, lui, parce que franchement, quand on est super énervé et que l'autre dit détends-toi, on est tout sauf détendu. Alors, la joie, ça va être une émotion, c'est celle qui nous redonne de l'énergie. Et c'est celle qui va nous pousser à aller vers les autres. Quand on a une bonne nouvelle, on a envie d'aller la partager. Quand on a gagné quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse vers l'ouverture et le partage. C'est la seule énergie qui nous redonne, la seule émotion qui nous requinque en énergie. D'où l'intérêt de se focaliser tous les jours sur les petits côtés sympas de la vie. Parce qu'en fait, c'est comme si vous branchiez, c'est comme si vous aviez un téléphone portable qui déchargeait très vite. Et à chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose d'un peu sympa, hop, vous lui remettez 2% de batterie. Là, ça permet quand même à la fin de la journée d'être un peu moins épuisé. Alors des fois, quand je dis ça, les gens ils disent à votre avis, qu'est-ce qu'on me dit quand je dis c'est bien de se focaliser tous les jours sur des choses positives, parce que quand même, il y a des choses positives tous les jours. En général, j'ai droit à c'est bon, virgule, on n'est pas dans un monde de... Okay. Moi, je voudrais juste savoir qui un jour a décrété, ouvrez les guillemets, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, fermez les guillemets, tout le monde a applaudi. Ouais, c'est vrai ça qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Ouais, c'est vrai. Puis on le répète. C'est ça qui est le plus beau. Alors, est-ce qu'on est dans un monde de bisounours? Oui. Est-ce qu'il n'y a que des bisounours? Non. Voilà. Des fois, il y a des gargamels qui se promènent. Je sais que ce n'est pas le même dessin animé, mais je ne sais pas quels sont les méchants chez les bisounours. Donc, est-ce qu'on est dans un monde de bisounours? Oui. Et à chaque fois qu'on dit qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on les loupe tous. Voilà. Donc, dans la galère, la collègue qui lâche ce qu'elle est en train de faire et qui dit « bouge pas, je viens t'aider », c'est pas un bisounours, ça? Ouais, la personne, vous êtes là au stop et que vous attendez désespérément que quelqu'un vous laisse passer. Et là, vous avez le conducteur qui arrive, qui ralentit, qui vous fait un appel de phare avec un grand sourire qui vous dit « allez-y ». C'est pas un bisounours, ça? Voilà. Se rendre compte qu'on a un super buffet de traiteurs avec des trucs de folie. C'est pas du bisounours, ça. C'est du bisounours. Voilà. Donc, bien sûr que si on est dans un monde de bisounours, bien sûr que non, il n'y a pas que des bisounours. Après, tout dépend de là où on préfère mettre son attention. Il y a des gens qui préfèrent mettre leur attention sur des choses négatives. Par exemple, elles disent « moi, je suis drôlement maligne, je m'attends toujours au pire, comme ça, eh ben, au mieux, je suis contente, et au pire, je suis prête. » Voilà, en fait, ça ne marche pas du tout.
Parce que si je m'attends toujours au pire quand ça va bien, je continue à m'attendre au pire. Vous voyez, donc on ne peut jamais profiter quand ça va bien puisqu'on continue à s'attendre au pire. Attendez que le pire arrive. Vous inquiétez pas, il va venir. Pourquoi? Parce que la vie est cyclique. Il n'y a que les êtres humains pour penser qu'il y a des trucs linéaires. En fait, ça n'existe pas. Dans la vie, tout est cyclique. Donc, quand ça va bien, est-ce qu'à un moment donné, ça va aller moins bien? Ben oui, c'est une évidence. Mais quand ça va moins bien, est-ce que ça va aller mieux? Ben, c'est une évidence aussi. Voilà. Donc, moi, je suis drôlement maligne parce que je m'attends toujours au pire. Comme ça, si ça va bien, eh ben, j'aurai une drôle de bonne surprise. Bon, bah non, ça, on a compris que ce n'était pas possible parce que je continue à m'attendre au pire. Et puis, pourquoi je ne suis pas prête quand le pire arrive? C'est parce que c'est jamais à ce pire-là que je m'étais attendue. C'est-à-dire que quand on s'attend au pire et que ça arrive, on se dit « Ah, ouais, je n'avais pas compris que c'était ça. » C'est comme pour le meilleur et pour le pire. Ah, mais ce pire-là, moi, je n'avais pas compris que c'était ce pire-là. Moi, je n'avais pas dans la checklist du pire, ça. Donc, bah non, quoi. Non, 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 ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, quand on me dit moi, je suis drôlement maligne parce que je m'attends au pire, comme ça, je suis prête, eh ben, moi, je réponds moi, l'été, vous êtes tous là sur la terrasse, un petit débardeur, en train de boire des mojitos, en train de profiter. Mais vous êtes une belle bande de naïfs. Moi, l'été, je suis bien plus maligne. Je me prépare à l'hiver. Alors que tout le monde est sur la terrasse, moi, je descends dans ma cave et je me mets dans mon congélateur. Comme ça, je me prépare à l'hiver. Quand l'hiver va arriver, moi, je serai prête. Vous serez tous là, ouais, il fait froid. Ouais, vous ne serez pas prête. Moi, je serai prête. Voilà, c'est pareil. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour moi quand l'hiver va arriver? Quand j'aurai passé tout mon été dans mon congélateur au fond de ma cave? Je ne vais pas être très bien, hein. Maintenant, je ne vais pas être très bien, je serai épuisée, mon organisme sera épuisé, il se sera tapé du froid, il se sera tapé du sombre, je n'aurai pas de vitamine D, je n'aurai pas emmagasiné la chaleur. Donc, quand on dit « je m'attends toujours au pire, comme ça je suis prête », eh ben, c'est pareil. Donc, petit conseil, quand ça va bien, kiffez la life. Surfez dessus, emmagasinez, mettez-vous en débardeur, buvez des mojitos, d'accord? Parce que quand ça ira pas bien, c'est tout ça qui vous permettra d'y faire face. Je sens qu'il y en a qui vont prendre de la menthe ce soir. Voilà, donc la joie, gardez à l'idée que la joie, c'est l'émotion qui va être dans le partage, c'est l'émotion aussi qui va vous redonner de l'énergie. Donc, tant qu'à faire, sur toute situation, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Choisis ton camp camarade de savoir sur quoi tu vas poser ton attention. Donc, une fois qu'on a compris, le premier cobaye sur lequel on travaille, c'est soi-même. Commencez déjà à repérer les émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Commencez déjà à repérer quand il y a de la tension à l'intérieur de vous. Premier cobaye, c'est vous-même. Parce que des fois, on dit, oui, moi, je vais travailler sur les émotions, c'est comme ça, je vais aller tripatouiller les émotions des autres. Ok, ben, commençons déjà à tripatouiller les nôtres. Essayons déjà de voir, à développer notre perception de nous-mêmes. Et puis, dans un deuxième temps, ou en même temps, hein, on ne va pas se mentir, eh bien, les émotions, ça va nous permettre de nous ajuster mieux aux personnes en face de nous qui sont activées par l'émotion. Première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les émotions, elles sont toutes nécessaires. Toutes. Elles jouent toutes dans la survie de l'espèce. Quelquefois, les gens disent ah ben, la joie, c'est bien, on va se la garder. Mais enfin, franchement, les trois autres, avec le développement de l'espèce, on aurait peut-être pu se les éviter. Ben non, vous n'avez plus jamais peur, je ne vous fais pas de dessin. Dans 50 ans, il n'y a plus personne. Vous n'êtes jamais en colère, vous ne vous protégez jamais. Vous ne défendez rien de ce qui est important pour vous. Et puis, ben, si vous n'êtes jamais triste, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien d'attachement. Le lien d'attachement fondamental, pour rappel, c'est le lien d'attachement du parent au tout petit. Alors, celui-ci-là, il n'existe pas. Il n'y aura plus de tout petit. Parce que c'est très pénible, un tout petit. C'est très, très pénible. D'accord? Donc, ils sont très touchants, mais enfin, ils sont surtout très pénibles. Donc, si on n'a pas de lien d'attachement, ça veut dire qu'il n'y a pas de tristesse, mais du coup, c'est quand même un problème pour notre société. Les trois premières émotions, elles vont avoir des comportements qui peuvent menacer la relation. La fuite, l'attaque, le repli, ce ne sont pas des énergies qui sont favorables à la relation à l'autre. Deuxième chose importante à garder à l'esprit,
plus l'émotion est forte, plus elle empêche la capacité de réfléchir correctement. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, quand on nous dit que être sous le coup de l'émotion, ça nous empêche d'être un bon professionnel, c'est pas vrai jusqu'à une certaine intensité, mais ça devient vrai au-delà d'une certaine intensité. Rappelez-vous une fois où vous avez été hyper en colère et posez-vous la question, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez la personne la plus capable d'analyser la situation avec du recul? Non. Quand on est sous le coup d'une émotion intense, elle va prendre le pas, elle va influer sur tout le fonctionnement cognitif et du coup, elle va prendre la main sur même le système de pensée. Si je suis très énervée, à fleur de peau, et que je rentre chez moi le soir et que j'ouvre la porte et que je vois qu'il y a des sacs de classe dans l'entrée, plus des chaussures, pas du tout rangées là où j'ai décidé qu'elles devaient être rangées, et ben à ce moment-là, je peux m'énerver très fort. Ouais, il y en a marre. Vous me prenez vraiment pour une boniche. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où, ça? Vous me prenez pour une boniche? Évidemment, pas du tout, je ne te prends pas pour une boniche. Si. M'en fous de ce que tu penses. Ce que je pense, c'est plus important. Moi, je me raconte l'histoire que tu me prends pour une boniche, parce que quand tu laisses ton sac et tes chaussures, ce que ça sous-entend, là, les sous-titrages, c'est « Maman, vas-y, range, t'es ma boniche ». Donc, plus l'émotion est forte, plus elle va entamer ma capacité réflexive. Si vous avez un patient qui est très anxieux en face de vous, ce n'est pas le moment d'aller lui expliquer les tenants et aboutissants des traitements. Parce que le risque, c'est qu'ils ne vous entendent pas. Quand vous avez une famille qui est très en colère, ce n'est pas la peine d'aller leur dire « Oui, non, mais non, en fait, vous n'avez rien compris. Donc, je vais vous expliquer en quoi ce serait mieux que vous compreniez. » Ou quand on a quelqu'un qui est très triste, c'est ces fameux moments très gênants, vous savez, dans les moments de perte, où il y a quelqu'un qui vient vous dire un truc, genre « Mais il était quand même très, très, très malade. Tu voulais quand même pas qu'il reste très, très, très malade. » Ou alors « T'inquiète pas, t'en auras d'autres. » Bon, truc moins dramatique. « Tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé. » Ou les 10 autres, ils ne sont pas devant ma porte. De qui on se moque? Donc, plus l'émotion est forte, plus elle va entraver la capacité réflexive. Ça veut dire, quand on dit on s'adapte à la personne en face de nous, ça veut dire que quand l'intensité est très forte, on ne cherche pas à transmettre d'informations. La seule chose à essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train d'activer la personne en face. Je mets évidemment un bémol pour la personne qui devient agressive, qui retourne votre bureau et puis qui menace de vous en coller une. On ne fait pas de la non, je ne sais pas quoi. Hein. On ne se met pas en mode, vas-y, explique-moi quel est ton besoin. On se casse. D'accord ? Si vous êtes menacé physiquement, évidemment, vous sauvez votre peau, vous sortez de la pièce. Fort heureusement, il y a bien plus de situations des personnes qui s'énervent sans forcément avoir envie de nous taper. Et moi, je me suis énervée plein de fois, ça a quand même été rare que j'en vienne aux mains. Rare, ça c'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions étant jouant un rôle fondamental dans la survie de l'espèce, si elles sont très intenses, elles deviennent prioritaires sur tout le reste. On est d'abord programmé pour survivre. C'est ce qui peut faire que des fois, on va s'énerver contre les personnes qu'on aime le plus. D'accord ? Parce qu'à ce moment-là, notre besoin est tellement important. Et quand on dit que la colère, c'est pour protéger un besoin, ce n'est pas forcément un besoin de valeur incroyable, quoi. Hein. Ce n'est pas je défends la valeur de l'altruisme. Des fois, c'est juste, je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai une journée fatigante, je suis assise sur mon canapé et voilà quelqu'un qui m'interrompt toutes les 2 minutes pour me demander quand est-ce qu'on mange, alors que moi, j'ai juste décidé que là, pour le moment, je me reposais. Quoi. Donc, ça peut être juste, mon besoin de repos devient tellement important que j'en viens à monter en attaque contre la personne en face de moi. Autre point important, les émotions, c'est contagieux. Bah oui, en fait, on est des animaux grégaires. Ça veut dire que nous sommes des grands mammifères qui vivons en troupeau. Bah, s'il y en a un parmi nous un ou une parmi nous qui se sent menacé, bah, il y a intérêt à ce que tout le monde le sente. C'est ce qui va protéger aussi le clan, c'est ce qui va protéger le troupeau. Dans un troupeau d'antilopes, quand vous avez un lion qui attaque,
Les autres ne regardent pas celle qui se barre en courant en se disant « Tiens, Joey a envie de piquer un 100 mètres ». En général, c'est s'il est parti en courant, il faut tous qu'on suive. Vous savez, nous, les êtres humains, on est rigolo parce que des fois, on dit « Ouais, mais non, moi, je ne fais pas comme les autres parce que je ne suis pas un mouton ». Ouais, alors, moi, petit conseil, si un jour dans la rue, vous voyez tout le monde qui se met à courir, courez avec. Commencez pas à dire « Non, attends, moi, c'est bon, je ne suis pas un mouton, je vais directement vers… » Non, n'y allez surtout pas. Il doit y avoir des très bonnes raisons pour que les gens courent. Au pire, vous avez couru pour rien, ça vous a fait 200 calories en moins. C'est toujours ça de gagner. Donc, c'est contagieux. Donc, le risque, c'est qu'en fait, on cherche à les faire taire chez notre interlocuteur en pensant faire bien pour l'autre. En fait, c'est nous qu'on essaye de protéger. Donc, quand on va chercher à ajuster sa communication, la première chose, c'est on se rappelle que les émotions, ce n'est pas stratégique. L'autre ne se met pas en colère juste pour me nuire ou juste pour m'énerver. Et quand on dit à quelqu'un « ça ne sert à rien de se mettre en colère », bah si, ça sert. Parce que si ça ne servait pas, mon psychisme, il ne le ferait pas. Parce que mon psychisme, il est branché sur l'économie d'énergie. Donc, s'il en emploie de l'énergie, c'est qu'a priori, il pense que c'est important. Après, on peut se tromper. On peut avoir une mauvaise lecture de la situation. On peut avoir compris quelque chose que l'autre a dit. En fait, ce n'était pas ça qu'il a dit. Moi, j'ai cru que tu avais dit, donc je me suis énervée parce que j'ai cru que tu avais dit. Oui, mais ce n'est pas ça que j'ai dit. Ah, mince. Et au moment où j'ai compris ça, ça me fait monter une colère chez moi. Donc, les gens ne font pas exprès d'être dans l'émotion. Deuxième chose, elles sont le plus souvent courtes dans le temps parce qu'elles ont une valeur adaptative. L'idée, c'est de s'adapter avec l'émotion. Donc, même quelqu'un, regardons, moi, je suis sûre que ça nous est arrivé à tous d'être hyper énervé. Ça nous est arrivé à tous d'être très angoissés. Ça nous est arrivé à tous d'être très tristes, ainsi que d'être complètement euphoriques. Regardons-nous maintenant. Ah, hyper excité. Bon, on digère en même temps, on ne peut pas tout faire. Mais c'est souvent court dans le temps, donc plutôt que d'essayer d'arrêter l'émotion de la personne en face, ne vous inquiétez pas, c'est comme une vague. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Par contre, on essaie de créer des conditions de ne pas y remettre des pièces. Comment est-ce qu'on baisse l'intensité émotionnelle de quelqu'un ou comment on permet à la personne de revenir au calme? On reconnaît que ce qu'elle est en train de ressentir est légitime. La perception qu'elle a de la situation n'est pas forcément légitime. La manière qu'elle a de se comporter ou de vous parler n'est pas forcément légitime, mais l'émotion l'est. Et c'est beaucoup plus efficace de dire à quelqu'un « mais je comprends parfaitement que ça puisse vous énerver, je comprends parfaitement que vous puissiez être inquiet par rapport à ça, virgule, et là, vous pouvez donner de l'information, parce que quand la personne n'a plus besoin de défendre son émotion ou de défendre le message que l'émotion porte, déjà, ça revient un peu plus au calme. Une petite stratégie manipulatoire. On n'est qu'entre nous. Hein. Ce n'est pas enregistré, ça ne sera pas diffusé. Hein. Non. Petite stratégie manipulatoire pour éviter de rentrer dans des conflits ou dans des argumentations de ping-pong. Vous êtes en réunion, quelqu'un dit quelque chose et vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette personne. Commencez en disant « vous avez parfaitement raison ». Et pour compléter ce que vous venez de dire, et après vous avez tapis rouge. D'accord ? Pas de mais. Dès qu'on dit mais, on a dégagé toute la première partie de phrase. Donc quand on dit oui mais, ça veut dire non. D'accord ? Quand on dit t'as raison mais, ça veut dire t'as tort. Donc on ne met pas un mais en plein milieu de phrase, parce que quand on met un mais, on a invalidé tout ce qu'on a dit avant. Dites et. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi aussi? Parce que bien souvent, la position que la personne va avoir, elle est rarement à 100% à mettre à la poubelle. On peut ne pas être d'accord sur la priorité que la personne met, on peut être d'accord sur le fait que son angle de vue à ce moment-là n'est pas parfait, mais c'est quand même très rare que la personne ait tort à 100%. Donc vous avez parfaitement raison. Et ce que vous voulez derrière. Vous allez voir, ça passe crème. Mais même pour soi, hein, je dis que c'est un petit principe manipulatoire, mais même pour soi, parce qu'au lieu de s'opposer à l'argumentation de l'autre, on va mettre l'un à côté de l'autre
Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura gain de cause, mais en tout cas, ça permettra d'avoir une discussion qui va devenir beaucoup plus constructive puisqu'on met l'un à côté de l'autre des arguments. L'idée, c'est de pouvoir agir à tous les niveaux face à l'émotion. Et quand on va ajuster sa communication, il y a quelques petits écueils qu'il va falloir éviter. Face à quelqu'un qui a peur, méfiez-vous de ne pas vouloir la rassurer trop vite. Quand on cherche à rassurer trop vite quelqu'un qui a peur, le risque, c'est qu'on n'a même pas compris de quoi cette personne avait peur. Commencez déjà toujours par explorer. Ce n'est pas un problème. Ça, souvent, ça nous fait un peu peur. Comment est-ce que je vais explorer, mais je ne vais quand même pas lui poser la question de ce qui lui fait peur? Ben si, allons-y. Et ça donne des discussions hyper intéressantes. Moi, je me suis déjà vue parler avec quelqu'un, la porte d'entrée à la discussion, la personne était allongée dans le lit à l'unité de soins palliatifs, et elle dit « mais j'ai hyper peur de mourir ». J'allais pas lui dire « bah oui, mais c'est une peur anthropologique ». Super. Maintenant, on fait quoi? Alors qu'une discussion hyper intéressante arrive de « mais qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement? Qu'est-ce qui vous angoisse plus particulièrement dans cette idée-là? Qu'est-ce qui vous angoisse plus particulièrement dans l'idée de mourir ?» Et là, ça devient vachement intéressant parce que déjà, la personne, elle remonte pour traiter. Ben oui, en fait, qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Et là, on va commencer à parler de choses qui deviennent super intéressantes. Est-ce que j'ai peur des symptômes? Est-ce que j'ai peur de la séparation? Est-ce que j'ai peur pour mes enfants qui vont rester derrière? Est-ce que j'ai peur pour mes biens? Et là, ce qui devient intéressant, c'est que quelquefois, on va pouvoir même, parfois, pas toujours, apporter une réponse concrète d'aide. Personne qui dit, mais moi, j'ai hyper peur pour mes enfants, en fait. Leur père est déficitaire et je ne sais pas qui. Je voudrais bien que ce soit ma sœur qui s'occupe. Bah, on va peut-être aller demander à l'assistante sociale si elle peut venir vous voir. Est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, j'ai peur de la mort, j'ai hyper peur des symptômes de fin de vie. J'ai vu ma mère mourir étouffée, ça ne me plairait pas du tout. Vous avez peur de la dyspnée terminale? Oui, c'est ça. Bah, on va peut-être aller en parler avec les infirmières ou avec le médecin. Donc, n'ayons pas peur d'aller explorer qu'est-ce qui t'inquiète plus particulièrement, il est où ton danger? Et je fais très attention à ne pas projeter. D'accord? J'ai peur de la mort. Ah ben, mais c'est normal. Sans blague. C'est quand même pas extraordinaire comme discussion. Donc, attention à ne pas chercher trop vite à rassurer. Bien sûr, si j'ai des éléments pour rassurer une fois qu'on a investigué, ben allons-y. Par rapport à la colère, dans l'histoire du calmage de l'humanité, personne ne s'est jamais calmé au seul motif qu'on lui a dit « calme-toi ». Voilà. Donc, plutôt que de chercher à calmer quelqu'un qui est en colère, intéressez-vous plutôt à savoir qu'est-ce que cette personne est en train de défendre. Autre petit conseil, j'entends votre colère. Vous avez le droit d'être en colère. Oui, merci beaucoup. C'est pas est-ce que j'ai le droit ou pas le droit d'être en colère, c'est comme si on me disait tu as le droit d'avoir des jambes. Oh, merci. J'attendais ton autorisation pour être un être humain, dis donc. Voilà, donc plutôt que de dire oui, j'entends, je vois que tu es colère. Ça risque de faire monter un peu. Une phrase qui est assez intéressante, c'est de dire écoutez, j'entends bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous seriez d'accord de m'expliquer ce qui ne va pas pour qu'on cherche ensemble une solution? Mettez-vous en alliance du côté de la personne. Encore une fois, je ne parle pas de la personne qui retourne de votre bureau ou qui est violente. Hein. Ça, vous vous barrez, hein. C'est terminé. Ça, c'est pas possible. Mais la personne qui s'énerve, demandez-lui de vous en dire plus. Faites alliance avec la personne. Parce qu'elle sent bien qu'elle est en énergie d'attaque. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit « ça a l'air vachement important ce que tu es en train de défendre, viens, on en parle, ça m'intéresse, je suis de ton côté », ben, ça permet après d'avoir quelqu'un qui redescend direct parce qu'elle n'a plus besoin d'être en train de défendre ce qu'elle est en train de défendre, elle n'est plus toute seule. Et puis, face à quelqu'un qui est triste, chercher d'emblée à consoler, ce n'est pas non plus une très bonne technique. Le mieux, c'est déjà de dire « vas-y, raconte-moi. Racontez-moi ce qui ne va pas, racontez-moi. Si après, j'ai des éléments qui me font dire que tiens, j'ai tel et tel élément à mettre en perspective, on peut. Dans un premier temps, on peut laisser la personne exprimer ce qu'elle a perdu, même si je sais ce qu'elle a perdu.
La bonne copine qui a perdu son mari, je peux lui dire, mais pourquoi tu es triste? Parce que j'ai perdu mon mari. C'est pas un scoop. Par contre, qu'est-ce qui, à ce moment-là, la rend triste? Qu'est-ce qui lui manque plus particulièrement du fait d'avoir perdu son conjoint au moment où elle ressent de la tristesse? Et nous voilà avec cette formidable notion d'empathie. L'empathie, c'est être capable d'être pleinement présent à ce que vit l'autre sans y mettre une teinte. Je peux écouter ce que tu as à dire sans chercher à juger, sans chercher aussi à te soutenir à tout prix. C'est pas grave, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Quelquefois, j'entends non, mais je suis beaucoup trop empathique. En fait, c'est pas possible d'être trop empathique. Le terme à ce moment-là n'est pas bon. Si j'ai l'impression d'être trop empathique, c'est que je fais une adhérence avec l'autre en face. Donc, je suis plus empathique en réalité. Parce que l'empathie, il y a une forme de juste distance avec ce que vit l'autre. C'est toi qui le vis, c'est pas moi. Donc, si je me mets en pleine résonance avec toi, je suis plus dans l'empathie. Rester dans l'empathie, c'est pas simple, parce que comme on est des êtres humains, on va avoir une tendance à se rapprocher, y compris sur le plan émotionnel. Être empathique, ça ne veut pas dire adhérer. Mais moi, je ne peux pas être empathique parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est deux choses différentes. On peut tout à fait être empathique sur la colère que ressent la personne et lui dire dans un deuxième temps, je comprends parfaitement que vu la lecture de la situation, ça ait pu vous mettre très en colère. Par contre, si vous êtes d'accord, je vais vous redonner de l'information parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, je vous ai mis une petite phrase en dessous qui est « accueillir l'innocence et éduquer l'ignorance ». Alors, ce n'est pas de moi. Hein. J'aimerais bien que tout ça, ce soit de moi, mais en fait... Docteur Legrain disait des fois, je reprends vos propos, mais ce n'est pas du plagiat. Bah, vous pouvez y aller. Hein. Moi, je plagie évidemment tous ceux qui l'ont inventé avant moi, donc ce n'est pas un souci. Évidemment, c'est à récupérer. Accueillir l'innocence, éduquer l'ignorance, ça veut dire quoi? C'est parce que si on part du principe que de toute façon, les émotions, elles arriveront à toute vitesse, il faut qu'on arrive à les repérer, qu'on les conscientise. Donc, on accueille l'innocence, c'est le mouvement qui arrive, c'est l'émotion, c'est le mouvement. Et puis, dans un deuxième temps, on éduque l'ignorance. À certains moments, je vais avoir des ressentis où je pensais certaines choses qui ne seront pas forcément tout à fait vraies. Si on est empathique qu'envers les personnes avec lesquelles on adhère, c'est facile. Vous savez, c'est comme, moi, je me rends compte, je suis une fille super tolérante. Mais vraiment, qu'est-ce que je suis tolérante comme fille. Puis je suis vraiment super tolérante envers les gens qui pensent comme moi. Hein. Ceux qui ne pensent pas comme moi, je m'autorise à ne pas être tolérante parce que j'estime que c'est eux qui ne sont pas tolérants. Je vous ai simplement mis le petit cycle du changement qui est un exercice de la PNL, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder. Quand on décide de changer son comportement sur le plan émotionnel, ce n'est pas toujours simple, parce que des fois, on a appris pendant très longtemps à fonctionner d'une certaine manière. La colère, c'est pas bien, il ne faut pas être en colère. Bon, alors si la colère, c'est pas bien et qu'il ne faut pas être en colère, la grande, là, elle est en train de nous dire qu'il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, ce qu'elle est en train de dire, c'est il y a des personnes qui sont en colère, en fait, elles sont en train de se protéger, de se défendre. Moi, je donne souvent l'anecdote un peu douloureuse que dans mon système éducatif, j'arrive d'une famille avec pas mal de militaires, et puis mon papa, il est avocat. Et donc, moi, quand on n'était pas d'accord, quand on était petit, on ne se faisait pas pelleter dans la chambre, on se faisait rappeler pour parler. Donc, si je me drapais dans ma dignité pour partir comme une princesse dans ma chambre, la princesse, elle revenait sans sa dignité pour discuter avec l'avocat. Donc, il a fallu apprendre à argumenter, il a fallu apprendre à faire face. Et donc, j'ai développé une capacité à faire face aux gens en colère. Maman, j'étais tellement fière de moi. T'es en colère, il n'y a pas de problème, on va discuter. Viens. Ah, tu parles plus. Ah, j'ai gagné. Donc, j'étais vachement fière de moi parce que les gens qui étaient en colère, je les faisais taire. Pas tous, mais beaucoup. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, la colère, c'est les gens qui se défendent et qui défendent des trucs vachement importants. Aïe. Donc, j'ai fait taire des gens qui défendaient des trucs vachement importants pour eux. Aïe. Et donc, mon incompétence, au départ, elle était très inconsciente. Je ne savais pas ce que c'était que la colère, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, je croyais que j'étais vachement forte à réduire les gens au silence.
Puis un jour, il y a une prise de conscience, parce que pour passer de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente, il faut une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est nom de bleu. Quand je fais taire les gens en colère, en fait, je fais taire des personnes qui sont en train de protéger quelque chose de précieux pour eux. Alors moi, je suis comme tout le monde. Hein. Des fois, il y a des prises de conscience qui font tellement mal qu'on essaie de remonter dans l'incompétence inconsciente. Oui, mais en fait, c'est mon caractère. C'est comme ça que je suis. On ne me changera pas. Tiens, hyper drôle. Dernièrement, au cabinet, j'ai entendu oui, enfin, c'est pas à mon âge qu'on va me changer. Mec, tu as 17 balais. Donc, en fait, ça vaut pas. Ça vaut pour jamais aucun âge. D'accord? Donc, c'est pas à mon âge qu'on me changera. Non. À mon âge, j'ai pas envie de changer. Ça, c'est honnête. C'est pas à mon âge qu'on me changera. Bah, bien sûr que si. Si j'ai envie de changer, je suis plastique, je change à n'importe quel âge. Donc, je me suis dit, poung, oh là là, c'est pas possible, c'est trop violent pour moi de me rendre compte que j'ai été dysfonctionnelle comme ça avec les gens en colère. Donc, je me fais croire l'histoire que c'est mon caractère d'agir comme ça. Bah, évidemment que c'est pas mon caractère, c'est une acquisition de fonctionnement, mais vu que ça commence depuis que je suis grande comme ça, bah, je croyais que c'était moi. Bon, alors, comme la prise de conscience, je me suis dit, ça craint quand même un peu d'être psychologue puis de faire taire les gens en colère, c'est quand même mieux de faire autrement. Donc, j'ai bien conscience maintenant que je suis incompétente, je veux devenir compétente. Et donc, entre l'incompétence consciente et la compétence consciente, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Ben ouais, il faut apprendre. Et puis, du coup, j'ai appris que dans ces situations-là, il valait mieux se rapprocher de la personne. Expliquez-moi, je vois bien que ça ne va pas, dites-moi, venez, on va prendre le temps, venez dans mon bureau. Mais les premières fois que j'ai fait ça, j'avais quand même mon habitude qui revenait au triple galop, parce que c'est pas chasser le naturel, il vient au galop, c'est chasser l'habituel, il revient au galop. Donc c'est le fight. Non, non, c'est pas le fight, c'est le fight, c'est pas le fight. Rappelle-toi, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui est en train de se défendre. On va l'écouter. Donc serrer les dents. Et puis la compétence consciente, c'est qu'on est vachement conscient qu'on essaye d'être compétent. Vous savez, c'est comme quand on est débutant en quoi que ce soit. On sait le faire, ouais. C'est compliqué, ouais. C'est naturel. C'est comme la première fois que vous avez pris votre voiture après avoir eu votre petit papier rose. Enfin, pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est que le petit papier rose. Mais à mon époque, quand on passait le permis, on avait le petit papier rose dès qu'on avait passé le permis. Et après, on avait notre gros papier rose. C'était le permis. Et les premières fois que vous avez pris votre voiture après avoir eu votre permis, je pense que vous n'étiez pas hyper confortable. D'accord? En général, il ne fallait pas qu'on vous parle à côté. Ou vous disiez à la personne à côté, regarde les panneaux, je ne peux pas regarder la route et les panneaux en même temps. Vous écoutez la radio, boum, vous loupez votre sortie. Donc la compétence consciente, c'est que je sais le faire, mais ça me demande beaucoup de concentration, puis c'est pas bien beau. Voilà. Donc quand j'ai commencé à apprendre à faire face avec les personnes en colère, je me sentais pataude, c'était pas du tout naturel. Donc des fois les gens me disent, oui, mais c'est pas naturel. Non, c'est le principe de l'apprentissage. C'est pas naturel. Si je veux changer mon mode de fonctionnement, si j'apprends à parler l'anglais, les premières fois où je parle anglais, c'est naturel? Non, ça ressemble à rien, c'est moche. Oui, mais sauf que c'est comme ça qu'on apprend. C'est obligatoire dans la période de compétence consciente d'être maladroit et de se sentir un peu pâteau. C'est naturel? Non. Voilà. C'est pas parce que c'est pas naturel que ça mérite pas du changement. Et puis, si on prend l'image de la route, j'imagine que des fois, vous partez du boulot, vous montez dans votre voiture, vous arrivez chez vous. Puis vous ne vous rappelez pas bien de ce qui s'est passé sur la route. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est devenu un automatisme. Conduire est devenu un automatisme. Et à moins qu'il y ait eu des choses particulières qui se passent sur la route, en fait, vous vous êtes enclenché en mode automatique. Vous êtes même capable de discuter avec quelqu'un. Et votre compétence, elle est devenue inconsciente. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la compétence consciente à la compétence inconsciente? C'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Donc, quand on a envie de changer, quand on a envie de développer son intelligence émotionnelle, ce n'est pas parce qu'on a compris le truc que derrière, ça va se mettre en place. Il faut pouvoir se dire, je rentre dans un système d'apprentissage. Donc, une conférence, ça ne sera évidemment pas suffisant. Venez à toutes mes conférences et je vous distribue mes cartes. Non, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas après à continuer à vous informer, à essayer de mettre en application. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention. Hop, hop, hop. Oh non, ma flèche. Bon, c'est pas grave. Il y a une flèche entre les deux. Eh bien, il va y avoir une autre situation où il va y avoir les émotions qui vont émerger en situation professionnelle.
c'est quand il va y avoir une situation complexe qui émerge. Quand vous avez une situation facile sur le plan professionnel, vous faites ce que vous avez appris à faire, ce que votre expérience vous a appris à faire, et globalement, ça roule. Alors là-dessus, il y a Yves Lecause qui a écrit aussi sur les émotions dans la réflexion éthique. Il ne dit pas exactement la même chose que moi, mais en tout cas, on se rejoint quand même sur le fait que l'éthique va faire émerger des émotions chez nous. Donc, quelquefois, on va se rendre compte qu'il y a des patients dont on n'a pas envie de parler. On a envie d'éviter la situation, on est mal à l'aise, on n'est pas bien avec ça, on a envie d'éviter le patient, la famille, la discussion. Ça va créer aussi des tensions à l'intérieur de moi, mais aussi avec les collègues. On est bien d'accord que là, on est en train de parler de prise en charge et non pas de gestion de planning. On est bien en train de parler de situations de patients qui vont commencer à faire monter des tensions. On n'est pas d'accord. Ouais, mais tu ne peux pas l'obliger à faire. Ouais, mais s'il ne le fait pas, tu ne te rends pas compte, syndrome de glissement. Ouais, mais tu te rends compte, là, on n'écoute même plus ce qu'elle dit, cette pauvre dame. Donc, il va y avoir des tensions entre les professionnels et puis aussi des sentiments d'impuissance qui vont émerger. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, cette situation, ce sont les marqueurs d'une situation qui est complexe. Le souci, c'est que quand on est face à une situation complexe, si la seule chose qu'on se dit, c'est on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas compétent, on loupe le fond du travail qui va être amené. Ce n'est pas forcément parce qu'on est incompétent qu'on est en difficulté, ça peut être parce que la situation est drôlement compliquée. Si une situation est simple, d'emblée, vous allez mettre en place ce qu'il faut faire. Donc, ça va être des situations qu'on va dire complexes sur le plan éthique, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas marqué dans les bouquins de médecine ou dans les bouquins de soignants la manière dont il faut prendre en charge la personne. On sent que c'est en train de passer on sent qu'il y a des éléments. Il va falloir qu'on fasse du sur-mesure pour cette personne. Il va falloir qu'on fasse de la haute couture et pas du prêt-à-porter. Et donc, les éléments subjectifs deviennent très importants. On n'est plus dans un problème technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans un problème éthique. Est-ce que c'est juste de faire ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire? Et là, il va y avoir des choses chez nous qui vont émerger. Donc, si on prend par exemple 2 valeurs auxquelles nous, les professionnels du médico-social, on est très attachés, la valeur de porter l'autonomie psychique et physique et la liberté de décider pour lui-même du patient, d'un côté, et puis autre valeur qui va rentrer en contradiction, la protection et la sécurité et faire au mieux possible pour ce patient. Et quelquefois, ça va dans des sens complètement opposés. Alors, au départ, ce qui va se passer, c'est la première chose, c'est qu'on va repérer la tension. Ça, c'est le premier élément. Ça doit être un point de vigilance pour vous. Quand vous vous rendez compte qu'il commence à y avoir des tensions quand on parle d'un patient, soit intrapersonnel, qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas quoi faire, ça m'inquiète, ça m'énerve, je n'ai pas envie d'y aller, soit interprofessionnel, je commence à me friter avec mes collègues, on n'est pas d'accord, on commence à se prendre un peu le chou. Eh bien, très probablement, en amont, ça veut dire qu'on a une de nos valeurs qui se sent menacée. Et souvent, il va y avoir soit la peur, et donc, je commence à m'inquiéter pour ce patient, je ne sais pas si c'est bien ou pas ce qu'on fait, à mon avis, on va dans le mur, ou la colère, vous ne comprenez pas, ça ne me convient pas comme on le prend en charge, je défends ma valeur. Et puis, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on va avoir 3 options. Soit on va dans la fuite, c'est bon, j'ai ma dose, ras-le-bol. Soit dans la colère, je deviens celle qui est porte-parole ou porte-étendard et je vais me friter avec les autres. Soit je me dis, tiens, c'est quand même un peu étonnant, d'habitude on bosse à peu près correctement, mais dans cette situation-là, la complexité fait qu'on a peut-être intérêt à mettre en place une réflexion. On ne peut pas trancher la situation si facilement. Donc quand vous parlez d'un patient et que vous sentez que ça commence à faire émerger de la peur ou de la colère, il est fort à parier qu'il y ait une question éthique qui soit en train d'émerger. L'éthique, ça n'émerge pas dans le mental des gens très brillants, ça émerge dans les tripes des personnes qui, au quotidien, sont en contact avec le patient. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, l'idée, ça va être de pouvoir ajuster la prise en charge en essayant d'identifier qu'est-ce qui fait problème par rapport au patient. Et très souvent, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est dans le trop ou est-ce qu'on fait trop ou est-ce qu'on ne fait pas assez?
Et puis, typiquement, les situations éthiques, c'est que la fenêtre de tir, elle est toute rétrécie. La plupart du temps, on va se dire trop, c'est par là, pas assez, c'est par là. Entre les deux, on a un boulevard. Les problèmes éthiques, les problèmes complexes, souvent, il y a une fenêtre de tir qui est toute petite. Et des fois, on se dit, on le fait, c'est peut-être trop, mais si on ne le fait pas, c'est peut-être pas assez. Pour pouvoir travailler correctement dans cette situation, premier courage dont on va avoir besoin, c'est d'oser éprouver la tension plutôt que de chercher à régler trop rapidement le problème. Oser éprouver la tension, c'est oser se dire, OK les gars, normalement on bosse correctement. Là, on est tous en train de se prendre le bec. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le moment qu'on se pose et puis qu'on réfléchisse à la situation? Il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas. Donc là, si on ne s'entend pas, c'est qu'on est tous en train de mettre des morceaux de puzzle sur la table et puis qu'on ne sait pas comment les imbriquer correctement. Deuxième courage, entendre les avis divergents. Alors ça demande beaucoup de courage parce que quand je suis porte-parole de ma valeur, j'ai l'impression que l'autre s'assied sur ma valeur. Non, il est juste en train d'en apporter une deuxième. Parce que souvent, les valeurs, on est tous d'accord, mais on ne les met pas en priorité au même moment. L'idée aussi, ça va être plutôt que de parler de moi en tant que professionnel, ce qui est important pour moi, ma valeur, ça va être de dire maintenant, il faut qu'on aille regarder le patient dans sa spécificité. Plutôt qu'on se regarde tous chacun dans notre spécificité, allons regarder le patient. Il va falloir qu'on couse un patchwork. Typiquement, dans les situations complexes, on ne peut pas trancher, il n'y a qu'à faire ça ou il n'y a qu'à faire ça, parce qu'on sent bien qu'on va créer d'autres problèmes, mais il faut qu'on couse un patchwork, c'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les éléments chez le patient qui vont nous permettre d'essayer de co-construire la solution qui sera la plus adaptée. Et donc, par la suite, ça va être de tisser ça tous ensemble pour essayer de trouver, de faire du sur-mesure. C'est pour ça que je vous dis, dans les réflexions éthiques, on n'a pas d'autre choix que de faire de la haute couture, parce que si on est dans du prêt-à-penser, la personne, elle n'arrivera pas à rentrer dedans. Voilà, je vous ai mis juste 3 éléments de bibliographie. Vous aurez plein de... Alors, j'ai mis une bibliographie, et moi, perso, j'aime pas trop lire, donc j'ai tendance à aller regarder des vidéos. Vous allez avoir plein de formats différents sur l'intelligence émotionnelle, des formats TEDx aussi, des petites conférences qui se passent dans les universités. Vous pouvez le décliner comme vous voulez, intelligence émotionnelle hospitalier, intelligence émotionnelle dans la parentalité, intelligence émotionnelle. Puis, il y a une conférence qui est pas mal qui s'appelle intelligence émotionnelle en entreprise, qui était pas mal du tout. Voilà, je vous remercie. On a un petit temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions pour Sophie Blin? Merci beaucoup pour votre intervention, j'ai adoré. Vous nous avez dit à un moment donné que les émotions influencent le comportement. Je voulais savoir si la relation est bilatérale, est-ce qu'on peut amener un comportement spécifique pour influencer l'émotion? Alors effectivement, dans les techniques de communication notamment, et dans les techniques de gestion de l'agressivité aussi, c'est plutôt bien décrit. Quelqu'un, par exemple, en fait, les êtres humains, on fonctionne énormément en miroir. On s'influence, mais tout le temps. On influence les gens bien plus que ce qu'on imagine. Et quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui est très activé, et je pense que spontanément, vous le faites, si vous vous asseyez, que vous parlez beaucoup plus posément, que vous déliez la manière que vous avez de parler, vous allez amener aussi plus favorablement la personne à ralentir de la même manière. Jamais rien n'est miraculeux dans les relations, et tant mieux, parce que ça veut dire que chacun garde son libre arbitre. Mais effectivement, dans soit des comportements par mimétisme, c'est-à-dire quelqu'un qui est très activé, très en colère, à qui on dit « mais venez, on va s'asseoir ». Tiens, d'ailleurs, quand quelqu'un est très en colère et qu'on lui dit « venez, on va s'asseoir », c'est un gros avantage, c'est que vous faites bouger la personne dans l'espace. Parce que quelqu'un qui est très en colère, il va être tendu. Donc, si vous continuez à discuter juste là, donc même si vous n'avez pas du tout besoin de le faire bouger, faites-le bouger quand même. D'accord ? Je dis, venez, on va un peu plus loin, on va s'installer. Parce que rien que la personne, quand elle aura bougé dans l'espace,
dès qu'on a bougé, l'état d'esprit s'est modifié aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera redevenue calme, hein, mais en tout cas, voilà, ça permet ça. Donc oui, vous pouvez aussi influencer quelqu'un par votre propre comportement de calme, notamment. Comme vous avez présenté la joie qui a un comportement de partage, si par exemple je veux induire ma joie, est-ce que si je rentre dans un comportement de partage, je vais déclencher la joie? Ah, d'accord. Alors, j'aurais tendance à dire que si vous avez de la joie à partager certaines choses, vous avez déclenché de la joie en partageant. Mais ce que je veux dire, quand je disais la joie, c'est l'émotion qui partage, c'est que quand on est heureux, on a envie d'aller vers les autres. Et on a envie d'aller dire. On se pose toujours la question de si un jour je gagne à l'euro-million, qui va être mon interlocuteur pour que je le dise? Alors, au début, on dit non, mais il faut le dire à personne. Tu dis à personne, surtout tu dis à personne. Voilà. C'est comme toutes les bonnes nouvelles. Hein. Personne ne le sait, sauf machin, 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 machin et truc, et que tout le monde est censé pas le dire. Et comme disait Benjamin Roosevelt, un secret est bien gardé par 3 personnes quand 2 d'entre elles sont mortes. Parenthèse, sachez que un secret est confié en moyenne à 5 personnes. Soit maintenant, soit plus tard, soit oups, je savais pas qu'il fallait pas le dire, soit c'est bon, il y a prescription, c'était il y a 10 ans. Ben non, il y avait toujours pas de prescription, non. Donc voilà. Mais effectivement, il y a des personnes, par exemple, qui disent quand ça va pas, souris quand même. Ben si. Faites l'exercice de ça. Faites l'exercice de vous obliger à sourire dans les moments où ça va pas, et vous allez vous rendre compte que, en fait, à force, au bout d'un moment, c'est tellement en contradiction avec le fait de faire la tête qu'il y a un moment donné, ça peut même induire des choses. C'est le yoga du rire, etc. Là, tout ça, ça part de ces principes-là. D'autres questions? Moi, je suis infirmière en soins palliatifs. On est beaucoup dans l'écoute active. On nous dit beaucoup d'écouter la personne. J'ai l'impression là qu'il faut aller plus loin par rapport aux émotions, par rapport à ce que nous dit le patient. Mon intention ne serait pas de dire ce qu'il faut faire ou pas pour être un bon professionnel. Aller plus loin, vous voulez dire quoi? Ben, on est beaucoup dans l'écoute, Oui. écouter ce que la personne dit sans forcément répondre. Mmh. Je me dis que, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Et vous pensez à quoi, par exemple? Pour les personnes en colère, moi j'ai tendance à ne rien dire, les laisser dire, et pas aller plus loin. Pour les personnes en colère, alors vous pouvez voilà, laisser dire et quand je disais on peut effectivement aller plus loin, alors on peut. Après, il faut quand même avoir conscience qu'il faut un peu de temps, parce que ça veut dire qu'on ouvre certaines portes et on a le droit de dire j'ai pas le temps, j'ai pas la disponibilité, j'ai pas l'énergie, donc on n'est pas obligé. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il n'y a pas d'injonction à ce qu'il faut faire ou pas. Par contre, si effectivement quelqu'un est en colère, on peut effectivement dire à la personne, mais expliquez-moi ce qui vous agace ou ce qui vous dérange là-dedans. Expliquez-moi ce qui ne va pas. Une autre chose qui est quand même intéressante à savoir, c'est que parfois, sous la colère, il y a une autre émotion qui se cache, qui peut être soit la peur, soit la tristesse. Donc, si on est uniquement à essayer de gérer la colère de la personne en face, des fois, on loupe l'inquiétude qu'il y a en dessous. Et quand on le sait, ce qui est possible, c'est que, par exemple, si à un moment donné, vous avez un patient qui s'énerve et qui dit mais de toute façon, là, il n'y a jamais personne, et puis, de toute façon, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, on me dit que je rentre à la maison, mais ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez beaucoup d'énergie de colère. Des fois, plutôt que de dire dites-moi ce qui ne va pas, des fois, c'est plus intéressant d'aller directement mais qu'est-ce qui vous inquiète? Parce que lui, il monte l'énergie où il essaie de protéger quelque chose.
Par contre, en dessous, il y a une inquiétude. Bah, ma femme, elle tiendra jamais le coup. Voilà. Et quand on dit, ça peut être intéressant d'explorer, c'est parce que ça peut vous donner à vous des éléments d'ajustement qui passent effectivement le cran d'après de l'écoute. Il y a aussi une chose, c'est que quelquefois, les personnes, elles vont revendiquer des choses et d'avoir juste des gens qui écoutent, c'est insupportable. Parce que c'est formidable en première intention, mais si j'ai vraiment besoin d'aide pour quelque chose et puis que j'ai surtout l'impression qu'on m'écoute, c'est pas suffisant en fait pour moi. Voilà, donc c'est là où le passé, mais là où je pense que des fois l'écoute sera la seule chose qu'on peut offrir à la personne en face, c'est la personne qui dit vous savez, il y a des discours du style « c'est dégueulasse, j'ai jamais rien fait de mal », quand on voit tous ces salopards qui sont encore vivants, alors que ma femme, qui a toujours été formidable, elle va mourir. Il n'y a rien à dire, en fait, dans ces situations-là. Il n'y a qu'à entendre et laisser s'exprimer le sentiment d'injustice. De toute façon, là, quoi qu'on dise, ça ne sera pas formidable, quoi. Enfin, si la vie était juste, ça se saurait. Ou vous inquiétez pas, ceux-là, on les garde pour le don d'organes. Je dis ça parce qu'un jour, il y a un patient qui me dit ça, il me dit c'est quand même un peu dégueulasse, non? Il y a des gens qui sont méchants, qui sont pas malades, et moi, j'ai jamais été méchant, et je suis malade. J'espère qu'on les garde bien au frais pour le don d'organes. D'accord. D'autres Derrière vous. par là? Marie. Par exemple, dans une équipe, là j'en ai parlé ce matin, si quelqu'un fait la gueule, que c'est un peu agaçant, par exemple, une attitude pourrait être d'ignorer la personne et de faire comme si que rien, mais ça impacte quand même l'ensemble de l'équipe. Donc, ce serait quoi la bonne stratégie sans aller faire justement, on n'a pas forcément envie de faire de l'empathie, par exemple, d'aller voir. Mais si on fait rien, ça ne s'arrange pas. On peut dire à l'autre, je ne sais pas si c'est adapté dans votre situation, mais ce qui me vient là, c'est qu'on peut dire à l'autre, ça n'a pas l'air d'aller, toi, en ce moment. Clairement, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Si la personne dit, ouais, c'est bon, ça me regarde, on peut dire, oui, non, mais je comprends que ça te regarde, mais sauf qu'en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais depuis le début de la journée, moi, je me suis sentie agressée par ton attitude. Ou depuis le début de la journée, honnêtement, voilà, tu tournes en boucle et franchement, ça commence à avoir des conséquences sur les autres. Parce qu'on peut être très… ce que je vous disais ce matin, c'est partons toujours du principe que les gens font du mieux qu'ils peuvent, eu égard aux moyens que sont les leurs à ce moment-là. Lui, il ne peut pas faire mieux, ou elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle est en train de faire. Mais ce n'est pas parce qu'on fait du mieux qu'on peut que c'est tolérable, que c'est des conséquences systématiques sur les autres. Donc, on peut aussi dire à l'autre, moi, je vois bien que ça ne va pas, je vois bien que tu fais du mieux que tu peux, mais là, honnêtement, ça commence à devenir hyper pesant pour tout le monde. Et quand je dis ça, je ne me raconte pas 2 secondes l'histoire que parce que je l'ai dit, l'autre, il va switcher en « t'as trop raison ». Voilà, parce que il y a quand même aussi une chose, juste parenthèse, un autre petit truc à garder à l'esprit, quand on va faire un retour négatif à un être humain sur son comportement, partons toujours du principe que l'accusé de réception ne sera jamais à la hauteur de l'impact du message. Je m'explique. Oui, enfin, c'est bon, là, depuis ce matin, tu fais la tête, ça serait quand même bien que, voilà, enfin, c'est bon, quoi. Oui, c'est bon, hein. Et là, vous repartez en salle de pause, vous dites, génial, en fait, lui, de toute façon, on ne peut rien lui dire, sauf que ce dont on va se rendre compte dans l'heure qui suit, c'est que déjà, le comportement s'est un tout petit peu modifié. Quand on nous fait un retour négatif, en général, on a une réaction de contre-attaque ou une réaction de protection, même pas vrai, même pas mal, ouais, toi aussi, si tu crois que moi, j'ai pas des trucs à dire sur toi, tu crois que tu es toujours, toi, de bonne humeur, je sais pas quoi. Et cet accusé de réception est en général bien inférieur à l'impact réel du message. Ça a eu le mérite d'être dit. Mais plus on va le dire respectueusement, plus ça peut être entendu, plus je vais le dire de manière agressive, moins ça va être entendu, parce que l'autre, il va juste penser que je suis hystérique.
Plus j'ai attendu pour le dire, plus le risque est grand que je m'énerve et que ce soit pas très bien dit. Donc, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que j'attende des plombes. Si ça dure depuis 8 heures du matin et que j'attends 16 heures le soir, voire même le lendemain matin, le risque est grand que j'arrive plus à dire les choses d'une manière qui soit audible. Parce que quand on a l'énergie d'aller balancer les 4 vérités de quelqu'un et qu'on se raconte l'histoire que l'autre va faire. Waouh! Heureusement que tu m'as balancé mes 4 vérités. Grâce à toi, j'ai eu une épiphanie. À partir de demain, je serai une autre personne. Merci. Quand on va dans l'énergie de balancer les 4 vérités à quelqu'un, qui, soit dit en passant, sont mes 4 vérités sur cette personne, ne sont même pas les siennes. C'est mes 4 représentations de la vérité de ce qu'est l'autre. Donc, mon avis, en gros, si je vais te balancer mes 4 avis sur toi, il faut s'attendre à ce que ça revienne. Quand on balance quelque chose, en général, ça revient comme ça. Voilà. Donc, je te balance tes 4 vérités, ou ben, les miennes, elles ne vont pas tarder à arriver non plus, avec la même force de retour. Donc, si j'y vais dans cette énergie-là, j'y vais dans une énergie de défoulement, mais je ne me raconte pas l'histoire que j'y vais pour provoquer un insight à la personne, parce que personne n'a jamais dit « Waouh, tu m'as balancé ça, dis donc. » Je vais être quelqu'un d'autre. Voilà. Mais vraiment, c'est aussi… en fait, le respect qu'on doit à tout le monde, c'est aussi du respect qu'on se doit à soi-même. Donc, le respect que je me dois à moi n'est pas censé passer par-dessus le respect que je dois à l'autre, mais le respect que je dois à l'autre ne doit pas non plus passer par-dessus moi. On a le droit de dire, bah, c'est pas très joyeux pour moi ce qui est en train de se passer. C'est quand même pas très sympa, c'est pas très agréable, ça dure depuis ce matin. Aussi tout bêtement, parce que quelquefois, nous aussi, on peut diffracter de l'énergie négative et ne même pas s'en rendre compte. Ça va, ouais, comme un lundi. Et là, ça va? Bah ouais, on est vendredi. Là, il doit faire moche ce week-end. Voilà, donc quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on dégage quelque chose de négatif, soit parce qu'on est très préoccupé, et puis bah, quand l'autre nous dit bah, « écoute, j'imagine que ça va pas fort en ce moment, mais là, honnêtement, ça fait un moment qu'on subit le niaf, 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 ça serait bien que ce soit un peu plus léger. » quoi. Oui? Du coup, je voulais rebondir sur la situation, puisque nous pensons à la même personne. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir cette stratégie de lui sourire tous les matins quand on lui dit bonjour et qu'elle nous dit un bonjour tout à fait austère? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une sorte de contagion de notre propre joie et qu'au bout d'un moment, quelque chose se passe en cette personne? Ben, il vaut mieux se dire ça plutôt qu'on la garde au frais pour le don d'organes, ça c'est sûr. mais c'est vrai que oui, vous avez raison de miser là-dessus. Et si ça ne marche pas, vous serez de toute façon gagnante. C'est-à-dire que si vous vous dites, de toute façon, bah, je ne sais plus quel est l'auteur qui a écrit à sa femme, « Un jour, je te décevrai et ce jour-là, j'aurai besoin de toi. » Et quand on a ça en tête, on peut se dire, au moment où l'être humain montre un comportement pas aimable, c'est peut-être le moment où il a plus besoin qu'on l'aime. Alors, on n'y arrivera pas tous les jours, on ne pourra pas faire tout le temps, mais si de temps en temps on y arrive, bah pourquoi pas? Parce que si vous partez du principe que quand même la pauvre, c'est la pauvre personne qui est là, niaf, 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 dans son austérité, la première personne qui ne le vit pas bien, probablement, c'est elle. Parce que c'est quand même pas bien agréable d'être dans cet état d'esprit. Donc, si vous vous dites, moi, aujourd'hui, je me sens en capacité d'y aller avec souplesse, avec ouverture, avec sourire, de lui dire un vrai bonjour, de lui demander comment elle va pour de vrai, voilà. Et même si je n'ai pas envie d'être trop collée à elle, je lui envoie de l'amour de loin, comme ça. Tiens, je t'envoie plein d'amour. Et l'état d'esprit dans lequel ça va vous mettre, vous, sera bien meilleur que si vous vous dites, eh ben voilà, elle est encore en train de râler. T'as vu? Je t'avais dit, on avait fait des paris, j'ai gagné 5 €. Voilà. Parce que le problème, c'est que quand on est dans cet état-là, un, on la recontamine, et deux, ben nous, en fait, on n'est pas bien non plus. Hein. Sophie, il va falloir partir. Il y avait juste… Est-ce que vous voulez juste, parce qu'il y avait juste une dame qui levait le doigt depuis tout à l'heure. C'est parce que vous avez un train à prendre. Et puis après, je vais partir. Oui, en fait, c'est de la bienveillance qu'elle est en train de faire Véronique Legrain. C'est parce que j'ai un train à prendre. C'est pas pour me pelleter.
Moi, je voudrais juste revenir sur la joie. En fait, la joie, c'est une émotion positive de partage, mais parfois, partager sa joie, c'est pas forcément contagieux. On peut la partager, susciter des jalousies, des envies de dire, bah non, elle est encore dans son monde, complètement illuminée, elle voit pas la réalité en face. Et parfois, on a même tendance à étouffer sa joie parce que soit on la ressent bien et en fait, ce qu'on renvoie avec la joie, c'est pas la joie qu'on a. Oui, et puis effectivement, des fois, on va choisir nos interlocuteurs, c'est-à-dire que vous avez une bonne nouvelle. Moi, je donne souvent la capacité à se réjouir pour les autres, elle a des limites. Vraiment, hein. C'est-à-dire que notre capacité à être heureux pour les autres, elle a des limites. Et la limite, souvent, elle est marquée par qu'est-ce que ça me renvoie en différentiel à moi. Et je donne souvent l'exemple de si j'apprends que je suis enceinte et que j'ai une très bonne copine qui désespère d'avoir des enfants et qui n'arrive pas à en avoir, évidemment que je pars du principe que sa capacité à se réjouir pour moi, elle va être limitée. Voilà, donc c'est pas... ça serait indécent d'aller lui dire « Attends, si tu m'aimes vraiment, tu te réjouis pour moi. » Voilà. Donc, on peut avoir une capacité et des personnes... il y a plusieurs choses. Ça me renvoie que moi, j'y arrive pas. Ça me renvoie à mes propres soucis. Ça me renvoie aux manquements que moi j'ai. Et puis, ça peut être aussi des acquisitions de pensée. Il y a des gens, c'est voilà, hein, te réjouis pas trop vite. Hein. Ah, parce que là, ça va, mais attends, ça va pas aller. Allez. Voilà. Ouais, bon week-end. Il va faire moche. Te réjouis pas trop vite parce que tu sais, la vie, c'est une tartine de tu sais quoi. Voilà, donc il y a des visions qui vont être très pessimistes, qui sont agressées par la joie. Et puis, il y a des personnes aussi. Il y avait une étude sur les émotions qui a été faite par une psychologue américaine qui s'appelle Brené Brown. Et elle dit une des émotions qui nous fait le plus peur, c'est la joie. Parce que, waouh, tout va bien. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va me tomber sur le coin du nez. Donc, en fait, elle disait, il y a des gens en fait, qui tuent la joie au fur et à mesure qu'elle arrive parce qu'il y a trop peur, quoi. Alors, l'antidote de ça, on t'arrêtera là-dessus, l'antidote de ça, c'est la gratitude. Youpi, tout va bien. Oh mon Dieu, ça pourrait m'être retiré. Ouais, mais pour le moment, tout va bien, alors merci la vie. Voilà. Et en fait, c'est le troisième mouvement pour permettre de ne pas être juste dans ouais, mais peut-être ça ne va pas aller. Ouais, peut-être ça ne va pas aller, mais pour le moment, ça va bien. Voilà, donc on est en terrasse avec nos débardeurs, notre mojito, on kiffe. Allez, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.